Bonjour, bonjour à tous. Bonjour. Bonjour, nous sommes contents de vous retrouver ce matin pour le dernier R&D Corner avant l'été. On va faire le point avec vous ce matin sur les appels à projets en cours, les régionaux, en particulier l'Île-de-France, les appels nationaux et les appels européens. Avec Julia, Philippe Roy devrait nous retrouver et nous sommes trois ce matin. Jennifer est en congé. Pour ceux qui la connaissent, elle a pris ses congés en premier. Et nous allons donc commencer ce matin. Peut-être juste pour vous rappeler les règles. Les règles pour ceux qui nous rejoindraient pour la première fois. C'est les questions. N'hésitez pas, au fur et à mesure de notre présentation, des appels à projets qu'on va présenter, de nous poser vos questions dans l'onglet questions, hein, qui est juste à droite de l'onglet chat. Vous pouvez bien entendu utiliser l'onglet chat pour vous présenter, dire bonjour et merci. Mais en tous les cas, voilà, l'onglet questions, c'est important pour nous et on pourra comme ça y répondre aussi bien par écrit qu'à l'oral à la fin de chacune de nos présentations. Donc vraiment, n'hésitez pas. Contente de vous retrouver. Donc là, ça y est, on est reparti un petit peu au bureau, donc à Paris pour moi ce matin. Et puis, on sera content de vous retrouver à partir de la rentrée, on l'espère bien, en Figital, dans notre studio au rez-de-chaussée des bureaux de Cap Digital. Donc, on va commencer ce matin, effectivement, donc par l'équipe R&D, hein, que je viens de vous présenter, que beaucoup d'entre vous connaissent déjà. Jennifer Lecomte, qui aujourd'hui dirige l'équipe recherche, développement et innovation. Et voilà, Julia, donc qui m'accompagne ce matin et qui s'occupe en particulier d'accompagner nos adhérents et nos membres, donc nos adhérents et nos membres sur les appels européens, tout ce qui est voilà guichet Europe, et elle vous expliquera tout ça en deuxième ou troisième partie de matinée. Et puis Philippe Roy, bien entendu, qui est toujours à nos côtés, qui a dirigé l'équipe R&D pendant un grand nombre d'années et qui est aujourd'hui toujours délégué adjoint et en charge plus particulièrement des académiques et des collectivités territoriales. Et donc moi-même, Christelle, je m'occupe toujours des appels à projets nationaux, collaboratifs et individuels au sein de l'équipe R&D. Et je m'occupe aussi de la filière santé numérique. Philippe ne nous a pas retrouvés, donc on va avancer. En tout cas, donc ce matin, voilà, on va commencer par une petite présentation de Cap Digital. Je vais laisser dans 2 secondes la parole à Julia pour la présentation de Cap Digital. Ensuite, on fera une petite introduction sur les grands termes et les choses à savoir sur la R&D au global, en général. Et puis ensuite, on présentera les appels régionaux. Je présenterai moi-même les appels régionaux ce matin, et puis les appels nationaux collaboratifs, individuels, également thématiques. Et puis Julia clôturera cette matinée avec les appels européens et internationaux et les quelques événements à venir au mois de juillet chez Cap Digital et ses partenaires. Voilà. Donc Julia, je vais te laisser la parole pour présenter Cap Digital. Merci Christelle. Donc j'ai l'honneur, je crois que c'est la première fois que je vais le faire pour un R&D Corner, de présenter Cap Digital. Donc Cap Digital, vous savez que c'est une association loi 1901. Nous avons été labellisés pôle de compétitivité il y a déjà 15 ans, en 2006. Et maintenant, désormais, on rassemble plus de 1000 structures adhérentes au sein de l'association, majoritairement des PME. Et puis, vous avez aussi des centres de recherche, des académiques, des grands comptes et des fonds d'investissement. Pour faire vivre ce collectif, hein, on organise chaque année des événements. Avant, c'était en présentiel, maintenant, c'est en digital. L'année dernière, on organise plus de 100 événements. Donc, 15 000 personnes ont pu se rencontrer. Et pour vous accompagner, bien sûr, hein, vous avez une équipe permanente en Île-de-France
et dans les Hauts-de-France, car depuis peu, on a aussi absorbé le pôle des Hauts-de-France qui s'appelle PICOM. Donc, nous avons 2 bureaux pour vous accueillir et l'équipe permanente de 40 personnes vous accompagne à travers nos 3 missions qui est d'innover, vous aider dans l'accélération et dans la transformation numérique. Et aussi notre pôle d'experts qui est là pour vous accompagner. Donc ici, vous avez quelques chiffres clés de la R&D. Donc tout d'abord, notre première étape, nous, c'est de vous accompagner dans vos projets R&D, donc vous aider dans l'identification, par exemple, de partenaires, des appels. Tout au long, depuis la création du pôle, on a plus de 3000 projets R&D ont reçu un label du pôle. On a aussi on vous a aussi aidé à accélérer. Donc, il y a eu la levée de fonds des entreprises, et puis on vous a aussi mis en relation avec des grands groupes ou des collectivités territoriales via nos programmes Open Innovation. Et là, je laisse. Ah non. Concernant la partie Europe, depuis la création du pôle, on est impliqué dans plus de 40 projets. Et en ce moment, on est impliqué dans 12 projets européens qui va de la e-santé à la Smart City. Et on va dire qu'on a un réseau environ de 230 partenaires à l'échelle européenne. Et si vous souhaitez nous rejoindre, on a donc une adhésion très attractive pour les petites structures start-up de TPE qui est à partir de 200 €. Et suivant votre statut, le tarif varie. Ici, vous avez donc l'accompagnement typique R&D. D'abord, on vous accompagne à travers des événements de sensibilisation, donc comme aujourd'hui le R&D Corner, ou aussi pour la partie Europe Conquest. Donc, ce sont des webinaires qui vous présentent l'ensemble des appels à projets. Vous avez après un diagnostic qui est un rendez-vous en face à face et plus personnalisé pour vous guider dans les guichets et aussi dans la recherche de partenaires si besoin. Et si vous le souhaitez, nos experts peuvent expertiser donc votre projet, et vous pouvez donc recevoir après, en fonction de la qualité de votre projet, un label Cap Digital. Et si vous êtes l'un des heureux élus, enfin si vous recevez donc votre subvention, bien sûr, nous le ferons savoir à notre réseau. Donc ici, donc comme j'en ai déjà parlé aussi dans la première slide, on a un réseau de 160 experts divisés en 3 sous-communautés: les experts techno, les experts marché, les experts prospective et sciences humaines, qui sont là pour vous accompagner lors de votre dépôt. Et là, je laisse la parole à Philippe. Alors Philippe, tu es mute. Voilà. Bonjour, je suis Philippe Roy, je suis délégué adjoint de Cap Digital, et je vais d'abord vous décrire la R&D, c'est quoi. Donc, d'après les règles de l'OMC, un État ne peut pas aider directement une entreprise, sauf dans des cas particuliers pour ne pas distordre la concurrence. Parmi ces cas, il y en a un qui s'appelle la règle du de minimis. Donc, ça permet à l'État ou à la région, au pouvoir public, d'aider une entreprise à hauteur de 200 000 € sur 3 ans glissants. Et dedans, peut y avoir des aides R&D, mais ce type d'aide est principalement ciblé vers du soutien au développement économique des entreprises, vers l'export par exemple, ou vers renouveau de leur offre marketing. Voilà. L'autre régime
qui est accordé par l'Europe, c'est les régimes dits R&D. Donc, il y en a énormément. En gros, à chaque appel à projet correspond un régime R&D. Ils sont tous notifiés à Bruxelles et ils permettent à un État donc d'aider ces entreprises pour réaliser des projets de R&D en faisant donc des choses qui n'ont jamais été faites normalement d'un point de vue mondial et en prenant des risques. Donc, il y a des verrous technologiques qui sont à lever et c'est cette prise de risque qui va être aidée et accompagnée par l'État dans ces financements R&D. Alors, les types de projets de R&D vont dépendre vont être évalués en fonction de ce qu'on appelle le TRL, qui est le niveau de proximité au marché. Donc, on va commencer par les TRL 1, où c'est juste l'idée qui est développée, et ça va jusqu'au TRL 9, qui correspond à la commercialisation. Tous les appels à projets vont cibler une certaine gamme de TRL. Par exemple, l'appel à projet ILAB va cibler des projets entre 3 et 4. On va essayer de les porter au TRL 6. Innov va partir plus loin, donc il va partir d'un TRL 5 et va essayer de monter à TRL 8. Et donc ainsi, ça permet de financer d'appel à projet en appel à projet tout le passage de l'idée jusqu'à la commercialisation. Et je peux comprendre que c'est compliqué de faire plusieurs appels à projets, mais il faut bien comprendre qu'à chaque étape, il y a des risques. Et donc, c'est une fois que ces risques ont été levés qu'on va pouvoir passer à l'étape suivante. Et c'est pour ça qu'il y a tout ce panorama d'appels à projets. Nous allons maintenant passer aux appels à projets régionaux et c'est Christelle qui va les présenter. Oui, donc je reprends la main. Merci beaucoup Philippe, merci Julia. Et on va commencer donc ce matin avec les quelques appels à projets de R&D régionaux, donc en particulier aussi en Île-de-France. Alors, on présente depuis peu de R&D Corner dans les deux premiers slides, donc les tout premiers dispositifs d'aide au financement public. On parle donc de la bourse French Tech. Beaucoup d'entre vous ont dû en entendre parler. La bourse French Tech, c'est pour les jeunes entreprises innovantes de moins d'1 an. C'est proposé donc par BPI France pour financer les premières dépenses de son projet de création d'entreprise innovante. Effectivement, il faut toujours prouver et justifier en tout cas la partie innovation. 70% des dépenses éligibles du projet. Voilà, donc c'est jusqu'à 30 000 euros, hein, et 30 000 euros et après ça peut éventuellement donc ou 90 000 euros pour une innovation de rupture deep tech parce qu'on est sur un appel à projet particulier qui va s'appeler Émergence jusqu'à 90 000 euros. Mais la bourse French Tech c'est bien jusqu'à 30 000 euros. Voilà, pour des projets nécessitant donc une phase de maturation et de validation technico-économique. On est vraiment donc en émergence vraiment au début, soit pour des personnes physiques qui sont en cours de création d'une entreprise, soit pour des jeunes entreprises de moins d'1 an. Vous avez aussi un petit lien sur le site de BPI France qui vous expliquera tout cela plus en détail si on vous en a pas encore parlé. La bourse French Tech, finalement, donc la bourse French Tech, c'est dans tous les départements, sauf dans le 75. Dans le 75 à Paris, on va vous parler, si vous êtes vraiment localisé, donc 75, c'est le Paris Innovation Amorçage. Innovation Amorçage, donc pas PIA. C'est un autre PIA que le Programme Investissement d'Avenir, mais on parle bien de cette aide. Donc le PIA, quand on parle de Paris Innovation Amorçage, c'est l'équivalent de la bourse French Tech à Paris pour les jeunes entreprises innovantes, donc souhaitant solliciter un financement public à l'innovation. C'est une subvention qui peut aller jusqu'à 30 000 euros également. Par contre, effectivement, à Paris, il y a un petit critère supplémentaire qui demandera à ce que l'entreprise soit incubée dans un des incubateurs labellisés Paris Innovation. Donc, on a tous les Paris Senco, mais il y a plus que Paris Senco. Il y a des incubateurs partenaires, en tout cas, une liste disponible d'incubateurs labellisés Paris Innovation. Et effectivement, donc il faut dans tous les cas, l'idéal à Paris, c'est de pouvoir se rapprocher d'abord d'un incubateur labellisé et puis de pouvoir faire voir avec lui comment, enfin tout ce qu'il faut, la démarche pour mettre en place cette demande. Vous pouvez aussi passer directement par BPI France, mais de toute façon, il faudra vous associer à un incubateur. Donc, si vous n'étiez pas encore
affilié à un incubateur, adossé à un incubateur, on peut aussi, hein, bien sûr, vous aider pour ça en fonction de vos sujets, de vos thématiques, à trouver un ou des incubateurs qui seraient pertinents pour votre entreprise. Alors Christelle, je t'interromps, il y a quelques questions dans le chat, une de Ludovic. Comment validons-nous la reconnaissance de rupture pour la bourse French Tech à 90 K? Un processus spécifique? Oh, un processus spécifique, je ne sais pas. On est sur. C'est toujours très compliqué avec la définition. Enfin, toujours très compliqué. C'est une définition, hein, une définition qui est décrite dans un petit livre jaune BPI France qui explique très clairement ce que c'est que les critères deep tech ou fortement innovant. Hein, c'est un peu pareil ouais, pour nous côté ouais, bourse French Tech. Bref, il faut, enfin, il n'y a pas de, enfin, il y a des critères bien entendu qui sont définis par BPI, mais il n'y a pas, enfin, je pense pas que tout soit, enfin, noir sur blanc. Philippe peut-être a des réponses et n'hésite pas si tu veux rajouter quelque chose, Philippe, là-dessus. Mais je ne suis, enfin, il y a une définition hein, qui doit être forcément explicitée par BPI France, entre autres, je ne sais plus comment s'appelle ce petit livre jaune, Philippe, mais dans la Bible qui définit la question de deep tech, mais on est vraiment sur effectivement un caractère, enfin fortement innovant, issu de la recherche, hein, c'est souvent ça aussi, donc très en lien originellement donc avec enfin en lien avec un organisme de recherche, mais c'est du coup plus porté par un chercheur même au départ presque pas que, mais pas loin. Enfin, c'est pas du tout très clair ce que je viens de dire, mais on pourrait. Enfin, je sais pas si Philippe peut-être sur cette partie, parce que c'est important quand même. On nous a reposé encore la question aussi la semaine, enfin il n'y a pas si longtemps que ça, il y a quelques jours, pour cette fameuse entre autres French Tech émergence. Je sais pas si côté Deep Tech, il y a des choses beaucoup plus claires et définies. Côté BPI France, on a perdu Philippe, c'est pas grave. On vous répondra dans tous les cas plus précisément s'il y a des choses plus précises à vous répondre dans l'onglet questions. Est-ce qu'il y avait d'autres questions, Philippe? Oui, alors Julia, il y a une autre question d'Inès qui demande concernant la qualification Deep Tech décernée par BPI France en amont d'une obtention d'une BFTE, quel est le processus à suivre? Existe-t-il un dossier de candidature? Quels sont les points d'attention? Et cette qualification a-t-elle une durée de vie limitée? Alors, oui, alors ça, je n'ai pas tous les détails là aujourd'hui, ce matin, pour la durée de vie limitée. Merci Sidi, parce que je vois que Sidi Sako, Et je vois aussi en nous Claudia connaissant qui a bien, posté un lien ouais, BPI France. les quatre Ouais, les 4 critères en tout cas annoncés et officiels côté critères Deep Tech, c'est le lien avec la recherche, la capacité à lever des verrous technologiques, la création d'un avantage fortement différenciateur et le go-to-market long et complexe, donc capitalistique. Ça, c'est les 4 critères qui étaient là importants. Et donc, la question d'Inès concernant la qualification Deep Tech décernée par BPI France en amont d'une obtention d'une bourse French Tech, quel est le processus à suivre? Dans tous les cas, il faut, donc si Inès, si vous n'avez pas encore de conseiller BPI France, dans tous les cas, il faut contacter BPI France. Hein. Pour la bourse French Tech, c'est vraiment dans tous les cas un dispositif qui est porté et apporté par BPI France. Donc il faut demander, enfin donc il y a un petit lien qu'on pourra vous remettre aussi si vous n'en avez pas encore pour demander en fait officiellement remplir un petit formulaire pour demander à un conseiller BPI France, qui ensuite va suivre votre entreprise tout au long de sa vie d'ailleurs. Et donc, qui pourra effectivement vous proposer à la fois ces dispositifs publics ouverts comme la Bourse French Tech au départ et puis tous les autres guichets dont on va pouvoir parler ce matin, mais aussi les prêts taux zéro, voilà, les prêts en tant que banque aussi. C'est aujourd'hui, enfin toujours et encore plus, BPI France est vraiment hyper important pour le développement et la croissance des entreprises. Aujourd'hui, c'est un acteur vraiment incontournable qui sera donc il faut absolument avoir un conseiller et le suivre, enfin lui faire du suivi régulier dans le temps
pour ne pas, enfin, pour qu'ils soient bien au courant, effectivement, qu'ils ne perdent pas d'informations et qu'ils puissent comme ça donner le bon avis sur votre entreprise au moment voulu. Je n'ai pas répondu à toute la question, mais on précisera tout ça par écrit dans tous les cas. Est-ce qu'il y avait d'autres choses, Julia? Pardon? Non, pas d'autres questions. Très bien. Alors, en dehors de ces 2 premières aides au tout départ de l'entreprise, la création de l'entreprise, on a ce qu'on appelle l'appel aujourd'hui InnovUp. InnovUp tout court. C'est un dispositif de la région Île-de-France qui avant se présentait sous forme d'une gamme avec différents types de projets sous cet appel à projet, différents appels à projets sous cette gamme InnovUp. Aujourd'hui, c'est un guichet unique, InnovUp. Donc, dans ce guichet, pour ce guichet, vous pouvez en fait déposer un projet allant de la faisabilité, qui vous permettrait aussi de développer un proto, mais aussi de l'expérimenter quand vous en avez déjà un. Donc, on est vraiment de la faisabilité à l'expérimentation. Vous pouvez déposer un projet donc qui peut aller finalement de 30 000 euros, qui pourrait aller donc de 30 000 euros jusqu'à plusieurs millions d'euros. Comme c'est un guichet unique aujourd'hui, la partie subvention est capée à 500 000 euros. Mais donc après, ça dépend. Hein, il y a toujours, il peut y avoir une petite partie d'avance remboursable, mais la subvention pour les gros projets, enfin pour les projets supérieurs à 500 000 euros, pourrait aller jusqu'à, enfin peut aller jusqu'à 500 000 euros de subvention. Il y a souvent un petit mix quand même avec de l'avance récupérable et dans tous les cas au-dessus de 500 000 euros et jusqu'à 3 millions d'euros, c'est de l'avance récupérable. On est sur des projets individuels, hein, donc c'est une TPE, une PME, une ETI, une association francilienne qui dépose son projet. Voilà, son projet qui peut être un projet au départ, une étude de faisabilité, hein, vraiment à l'émergence, un peu vraiment au début. Un projet de prototype, on dirait prototype ou prototype de V1 à V2, en tout cas vraiment des travaux de R&D à mener à hauteur de voilà 100 000 euros en moyenne ou en règle générale. Bah, ça aussi, ça peut être déposé à ce guichet InnovUp. Et un dossier qui mixerait également de la R&D à différents pourcentages, enfin, et de l'expérimentation, c'est possible aussi, donc jusqu'à tester une solution avec un terrain. Ça, ce sont des projets qui sont possibles de déposer sous ce même guichet qu'on appelle InnovUp. Vous avez tous les détails, on vous aide là-dessus, bien entendu. Donc sur le InnovUp, ça fait des années que nous accompagnons ce guichet. Vous pouvez donc nous demander un petit rendez-vous et là, on écoute déjà votre projet, on vous répond et on vous aiguille un peu sur les choses qui seraient encore un petit peu floues sur ce guichet. Et puis ensuite, on fait une relecture interne. Et quand on sent que le dossier, enfin en tout cas, est suffisamment complet pour être envoyé en expertise, alors on le soumet à 2 à 3 de nos experts, 2 experts de notre réseau, qui vont l'expertiser selon les critères de sélection de l'appel à projet et qui vont vous permettre de récupérer tous ces retours, conseils constructifs pour améliorer votre dossier. En plus de cela, si la synthèse des expertises passe la moyenne, alors vous aurez aussi l'attestation de labellisation de Cap Digital à joindre à votre dossier InnovUp. On est vraiment voilà, du passage de l'idée jusqu'à l'expérimentation avant la commercialisation. Ce matin, très rapidement, parce que la deadline a été prolongée. Alors, désolée, Christelle, je vois qu'il y a une question dans le Oui. chat. Je répète juste les règles. N'hésitez pas à poser vos questions dans l'onglet questions pour qu'on s'assure de ne pas oublier vos questions. C'est une question de Véronique qui demande si c'est accessible aux ME filiales de grands groupes. ME filiale de grands groupes. Alors, il faut pas. Tout dépend du pourcentage capitalistique entre la filiale et en gros, effectivement, il faudrait pas. Enfin, c'est vraiment TPE, PME, ETI. Donc, ME, si c'est une ME indépendante, enfin, avec moins de, je ne sais plus exactement quel est le nombre précis. Enfin, faut pas qu'il soit majoritaire en fait. Je pense que c'est ça. Donc, enfin, faut pas qu'il y ait plus de 50% qui soit détenu par
par le grand groupe. Sinon, c'est considéré comme un grand groupe, donc ce n'est pas éligible. C'est là que tout dépend de comment est rattachée cette filiale par rapport à l'entreprise mère. Mais on pourra aussi, pareil, hein, en fonction du cas précis, n'hésitez pas à nous envoyer aussi des petits mails à projet@capdigital.com et on répondra plus précisément aussi à vos questions en fonction des spécificités de votre projet. Merci, Donc, Julia. Oui. une autre question d'Aurore. Les dossiers InnovUp sont à déposer auprès de BPI France ou de la région Île-de-France? Oui, c'est aujourd'hui un portail région Île-de-France, brandé région Île-de-France. C'est bien un portail dédié. On vous remettra le lien là si vous mettez une petite question dans l'onglet questions, on pourra vous remettre le lien aussi ou dans l'onglet chat. Tout ce qu'il en est, c'est que de toute façon, donc faut pas croire, enfin, en tout cas, faut pas se dire que derrière cet appel InnovUp, il y a que la région Île-de-France et bien entendu, c'est la région Île-de-France qui finance, mais BPI France est bien en tout cas, co-sélectionne les dossiers et fait vraiment prend vraiment part à la décision de sélection des dossiers. Donc, on est vraiment sur une co-instruction BPI France, région Île-de-France pour l'appel InnovUp. J'ai deux autres questions de Ludovic dans l'onglet questions. Est-ce que tout est lié à notre capacité d'apport initial? Comment réussir son démarrage à la création en deep tech quand les fonds propres ne sont pas top? Et puis, est-ce que les appels à projets sont-ils cumulables? Oui, oui, mais alors effectivement, c'est jamais si évident au démarrage. Je fais très souvent ça quand les gens me connaissent avec les mains. C'est ce fameux levier et bascule entre le financement public et le financement privé du départ, mais c'est du démarrage et c'est c'est pas évident. L'idée, c'est de pouvoir rebondir en fait au départ sur des premiers. Effectivement, de toute façon, ce sera toujours lié à votre somme de départ, hein. C'est toujours ce rapport 1-1. Vous allez le retrouver dans la plupart, vraiment la grande, grande, grande majorité des appels à projets. Et donc au départ, tenter d'avoir, enfin, alors c'est sûr, c'est les fameux prêts d'honneur, ça peut être justement les premières aides là, comme la bourse French Tech ou le PIA ou la bourse French Tech Émergence. Alors si enfin, il faut voir après par rapport aux critères de Deep Tech si ça peut rentrer ou pas, mais il y a comme ça des dispositifs en fait qui vous permettent en tous les cas de pouvoir réinjecter, en tout cas, pouvoir commencer à grossir un petit peu vos fonds propres et derrière, en fait, rebondir et derrière, finalement, rebondir sur un autre appel à projet, puis un autre, etc. Mais en fait, il faut y aller vraiment, enfin, petit à petit, quand au départ, on n'a pas de fonds propres suffisants ou de levée de fonds dès le départ, bien entendu, ce qui est souvent le cas. Il faut comme ça y aller un peu à tâtons et on pourra regarder effectivement, mais c'est toujours pour 150 000 euros de R&D 20 000 euros de fonds propres, ça peut être un petit peu limite, un petit peu juste, effectivement, mais ça aussi, par contre, on est vraiment là, enfin, c'est vraiment notre job et notre rôle de pouvoir vous aider plus en détail. Donc, Ludovic, n'hésitez pas aussi, enfin, si vous n'avez pas eu de rendez-vous là dernièrement avec notre équipe, à nous demander un petit rendez-vous aussi, on pourra regarder ça. Et sur les appels, sont-ils cumulables? Eh ben, c'est toujours pareil. Ça va être par rapport aux fonds propres. Donc, déjà, oui, bien entendu. Donc, la règle numéro un, c'est ce qu'on répète et on répète toujours, c'est les mêmes travaux ne pourront jamais être financés deux fois. Donc, forcément, hein, c'est une véritable règle. Après, si votre projet correspond vraiment à deux appels à projets en cours, alors vous pourriez très bien déposer votre projet à ces deux appels, mais tout en étant transparent et indiquant bien clairement au départ du dossier, en tout cas de façon claire aux financeurs que votre dossier, vous l'avez aussi déposé à un autre guichet et que en fonction, dans tous les cas, ce sera le premier qui serait, s'il y en a un des deux qui serait positif, qui éliminera forcément le deuxième. Ça, c'est possible aussi. Et après, si c'est des travaux de R&D différents et que vous avez des fonds propres suffisants, bien entendu, vous pouvez aussi aller chercher deux appels à projets différents pour deux projets différents ou complémentaires, mais en tout cas avec des travaux de R&D différents. Voilà. C'est bon, Julia? Oui, il n'y a plus d'autres questions. Ok.
Ouais, je vais juste finir sur cet appel dont la deadline a été repoussée au 19 juillet. Ça peut intéresser les entreprises en santé numérique. C'est la phase 2 d'un appel dédié. Donc là, c'est vraiment spécifique. En dehors du guichet unique InnovUp que je viens de vous présenter, la région Île-de-France euh, organise et opère avec certains opérateurs, donc comme ça, des partenaires, des InnovUp expérimentations thématiques, vraiment dédiées. On en a eu un, par exemple, il n'y a pas si longtemps que ça, sur Tech et Secours, avec Systématique et Cap Digital. On a un InnovUp expérimentation santé en cours, avec Medicène, donc la région, et le RESA, et tout ça opéré aussi par BPI France, qui est donc l'InnovUp expérimentation santé phase 2. Phase 2, pourquoi? Parce que lors de la phase 1, en fait, c'est des challenges. Donc, lors de la phase 1, ils ont pu identifier 6 challenges et terrains d'expérimentation qui ont donc présenté là dans le détail leurs problématiques et attendent donc des retours et attendent donc des startups innovantes qui pourront répondre à leurs problématiques. Euh, je vous, on vous aurez tous les slides hein, comme d'habitude dans tous les cas. Mais voilà, vous avez donc sur les 6 challenges en cours, 4 challenges à PHP, c'est des hôpitaux différents de la PHP à chaque fois. Un challenge, le challenge 1 qui est issu, en tout cas à l'origine, là, c'est une EHPAD, un EHPAD, la Villa Borghese. Et puis, on a aussi le centre hospitalier sud-francilien qui porte le challenge numéro 5, STOMI. Donc, en fonction, je vous laisserai regarder s'il y a des acteurs santé numérique qui n'avaient pas connaissance de cet appel à projet InnovUp Expérimentation. En gros, vous avez une brique, vous avez développé des briques ou des innovations, donc des services qui peuvent répondre directement à un de ces challenges. Alors, n'hésitez pas à y répondre avant le 19 juillet. Et, et voilà, donc les lauréats qui seront retenus pourront ensuite, lors d'une troisième phase, développer un peu à façon donc un, un POC pour ces terrains d'expérimentation qui sont présentés ici. Voilà pour l'Innovep expérimentation santé. S'il n'y a pas de questions, je vais laisser la parole à Philippe Roy sur les appels nationaux et en particulier les appels collaboratifs à visée industrielle. Pas que, mais 2 appels importants, dont un qui est assez récent. Philippe? Hop. Rebonjour. Donc, le premier appel à projet, c'est l'appel à projet IDEMO. Ces dernières années, il existait un appel à projet qui s'appelait PSPC au niveau national, avec une édition par an. On était à PSPC 9, qui permettait de financer les très gros projets avec des budgets entre 4 millions et 50 millions. Cet appel à projet était remplacé à partir du mois de juin et avec par l'appel à projet IDEMO. Donc le but, c'est vraiment de financer des gros projets. Ces projets peuvent être collaboratifs, comme c'était avant, avec des budgets supérieurs à 4 millions d'euros. Et les taux d'aide vont varier entre 25 et 80% en subvention et en avance remboursable. Ces taux sont plus intéressants que les taux qui existaient dans le cadre du PSPC. Mais l'appel à projet IDEMO permet aussi de financer des projets individuels qui vont être aussi en rupture pour des projets supérieurs à 2 millions d'euros. Donc, c'est un appel à projet qui est financé par France Relance et par les investissements d'avenir. Comme pour tous ces nouveaux projets financés par les investissements d'avenir, il est très important que la partie développement durable soit prise en compte et que le projet contribue aux transitions énergétiques, écologiques et numériques. Donc, il faut vraiment que ce soit un projet qui appuie sur l'énergétique. Avant, avec le PSPC, on arrivait à avoir des projets qui n'étaient que numériques. Aujourd'hui, il faut vraiment qu'il y ait une partie transition énergétique en baissant la consommation, en favorisant, en travaillant sur cette partie consommation électrique qui inhérente à tous les processus numériques.
Le deuxième appel à projet est un appel à projet ATF. Le but est de financer les plateformes numériques et qui favorisent, et notamment dans notre cas, qui favorisent la mutualisation de données pour les filières. Donc, par exemple, on a eu un projet sur l'agriculture où à peu près l'ensemble de la chaîne de valeur d'agriculture s'est uni et a créé une société qui est en train de développer une plateforme numérique pour permettant à tous les acteurs de développer des nouveaux services mélangeant tous les types de données. Ces projets sont compliqués à monter parce que justement, il y a ces notions de partage de données entre différents acteurs. Donc, je vous conseille de nous contacter dès le montage pour qu'on vous explique bien comment ça marche, quels sont les exemples possibles qui permettent de monter un tel appel à projet et un tel projet et comment créer cette société de projet qui va permettre d'être porteur du projet ATF à la fin. Pour l'appel à projet PSPC, je ne l'ai pas dit, il y a un accompagnement et par Cap Digital et aussi par BPI France. Donc, avant de soumettre à l'oral, il va falloir contacter BPI France, leur montrer le projet. Et pareil, nous vous accompagnons dans tout ce processus pour que vous montiez votre projet dans des conditions qui favorisent son financement par BPI France. Voilà. Et donc, au niveau des appels à projets nationaux, l'ADEME en définit. Donc, il y en a un certain nombre. Quand vous regardez tous les appels à projets de l'ADEME, il en sort parfois un par semaine ou plus, ce qui dépend des régions et parfois nationaux. Donc, nous soutenons tous ces appels appels à projets. Donc, n'hésitez pas, si vous voyez un appel à projet qui vous convient, de venir nous en parler. Nous ne mettons pas forcément à jour notre site toutes les semaines. Il y en a un qui est important, c'est l'appel à projet sur l'appel à commun sur la résilience des territoires. Donc, c'est partager un certain nombre de données, notamment et de définitions, pour que les différents acteurs d'une chaîne de valeur travaillent ensemble et puissent échanger. Donc, on pourrait presque penser que c'est relié à l'appel à projet ATF tout à l'heure, mais là, on est plus dans le fait qu'on veut partager des communs, donc le business model va être différent pour des communs qu'il peut l'être pour des données économiques. Donc sur tous les appels à projets, comme je vous l'ai dit, il y en a énormément. Les aides vont varier de 25 à 100%, parfois en avance remboursable, parfois en subvention en fonction des montants. Venez nous voir dès que vous lancez, vous souhaitez monter un tel projet. On vous aidera à sélectionner l'appel à projet, puis on vous accompagnera par la labellisation de ce projet. Dans tous les cas, les délais minimums dont nous avons besoin, ça va être 2 semaines avant la clôture de l'appel qui vont nous permettre d'expertiser le dossier et de vous remonter les expertises avant votre soumission. Mais n'hésitez pas à venir nous voir en amont. C'est comme ça qu'on vous aidera le mieux à monter votre projet et un projet qui convient bien à l'appel à projet visé. Je vais maintenant repasser la parole à Christelle pour les appels à projets ANR. Christelle. Oui, merci Philippe. Effectivement, donc je vais passer à la partie de l'Agence nationale de la recherche. On a 3 appels à projets pour ce matin. Alors, il y a une question dans le chat, onglet Ah, questions plutôt, de Ludovic. Quand on développe un projet d'innovation pour lequel la phase d'industrialisation est à inventer, est-il possible de participer à IDEMO? Pour info, je réalise le proto en phase de POC avec des prestataires Hauts-de-France sans visibilité industrielle aujourd'hui. Alors, a priori, tous les appels à projets financent jusqu'au prototype et ne financent pas l'industrialisation. Par contre, si l'industrialisation est elle-même un projet de R&D, il y a moyen de définir un projet de R&D associé à ça, typiquement dans les thématiques Industrie 4.0 ou autres. Mais normalement,
projet, son industrialisation n'est pas éligible, sauf si on arrive à montrer que c'est elle-même un projet de R&D. Merci, Philippe. Je crois qu'il n'y a plus de questions pour cette partie. C'était la seule. Merci beaucoup. C'est bon, on entend. Je passe à la partie Agence nationale de la recherche. 3 appels. Le premier est l'appel à projet LabCom pour laboratoire commun. Ceux qui nous connaissent en ont déjà entendu parler, c'est sûr. C'est l'union d'un établissement, d'un organisme de recherche avec une PME ou une ETI pour mettre en place des travaux, un laboratoire commun et des travaux de recherche communs sur 54 mois qui peuvent être financés jusqu'à 350 000 euros. C'est l'établissement et l'organisme de recherche qui porte le projet et qui porte le projet, qui porte le financement du projet, qui contractualise avec l'Agence nationale de la recherche pour ce type d'appel. Et, et voilà, c'est toutes thématiques confondues, hein. Il n'y a pas de thématique. Alors l'IA forcément est appréciée aussi, et les projets en lien avec l'IA peuvent être aussi un plus, mais il n'y a pas de. C'est bien un appel non thématique et toutes les filières peuvent être concernées par cet appel. Il faudra bien entendu définir une gouvernance commune, une feuille de route de recherche et d'innovation commune, des moyens de travail permettant d'opérer en commun cette feuille de route, et une stratégie visant à assurer la valorisation par l'entreprise du travail partenarial. Donc ça, c'est au fil de l'eau. Oui, c'est ouvert un peu au fil de l'eau. En tout cas, il y a des dates de relève quand même. Donc la prochaine relève, c'est le 21 septembre. C'est à noter. Et donc là, 2 à 3 semaines avant, hein, on va remettre sur notre site web la bonne date limite. Mais donc 2 à 3 semaines avant ce 21 septembre, en tout cas 2 semaines au minimum avant, on vous demandera si vous souhaitez un accompagnement, votre dossier pour toujours donc le faire parvenir à 2 experts de notre réseau, pouvoir vous faire des retours et des conseils une petite huitaine de jours après, 8 à 10 jours après, des retours, conseils avisés de nos experts pour améliorer votre dossier jusqu'au dépôt du 21 septembre. Donc si ce type d'appel en tout cas peut vous intéresser, que vous travaillez déjà avec un labo, c'est bien que faut vraiment que ça vienne du labo, hein. Après, en tout cas, les établissements, pas mal de laboratoires et d'établissements de recherche sont bien au courant de cet appel. Si vous êtes déjà en lien ou en premier lien avec un laboratoire sur des gros travaux de recherche et développement, n'hésitez pas aussi à poser la question de savoir si le laboratoire, l'équipe avec laquelle vous travaillez a connaissance de ce dispositif LabCom qui peut être très intéressant. Le deuxième appel qu'on voulait présenter aujourd'hui, c'est un appel à projet qui est entièrement financé par l'Agence Innovation Défense et opéré par l'ANR, qui est l'appel Astrid Intelligence Artificielle 2021. Alors certains d'entre vous doivent connaître Astrid. Là, ils ont fait un spécifique intelligence artificielle pour 2021 qui clôture bientôt, quand même à la fin du mois, le 27 juillet. Voilà, et donc cet appel vise à soutenir des projets à caractère fortement exploratoire et innovant dédiés aux recherches à caractère dual à bas niveau de maturité technologique. Quand on parle de caractère dual, c'est que ça doit intéresser la défense, mais aussi avoir un cas d'usage civil, qui est important aussi pour la sélection de ces appels. Là, comme c'est intelligence artificielle et que c'est un Astrid spécial intelligence artificielle, il y a 3 axes et les projets doivent s'inscrire sur l'un de ces 3 axes. Les méthodes génériques pour l'intelligence artificielle de défense. Deuxième axe, les traitements de données massives issues de capteurs hétérogènes. Et le troisième axe, c'est le traitement automatique du langage naturel. Donc, si vous pensez avoir des travaux de recherche fondamentale ou de recherche industrielle à faire cofinancer, alors c'est possible jusqu'à 300 000 euros sur ce type d'appel. C'est des projets qui peuvent aller qui peuvent être courts de 18 mois et qui peuvent s'étendre jusqu'à 36 mois si nécessaire. Il faut au moins que ce soit porté par un établissement de recherche et ça peut être un consortium, bien entendu.
En général, ils conseillent avec l'établissement porteur du projet jusqu'à 5 partenaires. Donc pareil, hein, si voilà, si jamais vous étiez en cours ou que vous connaissez, enfin ou que vous êtes intéressé, toujours pareil, dans tous les cas, ayez le réflexe de nous contacter et on vous aiguillera vers la bonne personne dans l'équipe qui gère chacun des dispositifs qu'on peut présenter lors de nos R&D Corner. Le troisième appel à projet de l'ANR, c'est un challenge qui s'appelle IA Biodiv pour recherche en intelligence artificielle dans le champ de la biodiversité. C'est opéré par l'ANR et porté par l'AFD, l'Agence française de développement, pour des projets de 48 mois qui peuvent s'étendre entre 500 000 € à 630 000 €. C'est destiné aux communautés scientifiques en IA et en biodiversité de France. Et voilà, on est sur ces sujets-là. C'est une deadline au 31 août. On avait déjà présenté ce challenge lors de notre dernière R&D Corner, qui était déjà sorti. N'hésitez pas, voilà, si vous êtes sur le champ de la biodiversité, si ça peut être intéressant pour vous, à nous contacter. On pourra vous aider aussi sur ce type d'appel. Alors Christelle, il y a une question concernant le dispositif Astrid. Doit-on avoir fini son proto pour faire la demande Astrid, car le projet est la combinaison d'un wearable AI in fine? Eh bien, alors, il y a différents types d'Astrid parce qu'on parle aussi peut-être, enfin, vous avez peut-être en tête le Astrid maturation, qui peut être un des sous-guichets de Astrid, enfin oui, un des sous-guichets de Astrid, je dirais, où là, il doit y avoir forcément avoir un premier projet en fait avant, qui est un peu en fait après finalement oui de la maturation de ce proto qui a déjà été développé au sein d'un premier projet. Doit-on avoir fini son proto pour faire la demande Astrid, car le projet est la combinaison d'un wearable et AI in fine? Oui, mais enfin, on est quand même sur une phase, effectivement, en tout cas, on est quand même globalement sur une phase de maturation après proto. Donc, dans tous les cas, il faut avoir il faut avoir quelque chose pour pouvoir déposer un Astrid. Après, peut-être que sur ce premier, faudrait vraiment qu'on creuse. Du coup, c'est Ludovic, mais c'est hyper intéressant hein, d'avoir toutes vos questions. Merci hein, aussi Ludovic. C'est des questions que peuvent se poser aussi d'autres qui sont derrière l'écran. Donc, c'est toujours un grand plaisir d'avoir vos questions. Par contre, enfin voilà, je pense que ça peut être vraiment très bien qu'on puisse faire le point sur tout. Je vais pas aller plus en détail là-dessus parce que je veux pas dire de bêtises non plus. Donc, faudrait vraiment qu'on creuse sur votre sujet. Voilà là-dessus. Merci beaucoup, Julia. J'avance et je termine les appels à projets plus thématiques et nationaux aussi. Donc, pour vous rappeler que le Innov va revenir. Le Innov, c'est le concours d'innovation Innov, géré par BPI France. Géré pas que par BPI France, 2 opérateurs. BPI France qui coordonne 4 thématiques et l'ADEME qui, pareil, co-gère 4 autres thématiques. C'est 2 fois par an hein, depuis un certain nombre d'années. On en était là à la 7e vague qui a clôturé il y a quelques mois. On s'attend donc à une 8e vague qui devrait arriver ou clôturer en octobre 2021. Donc, on vous tiendra au courant, bien entendu, tout début septembre s'il y a des nouvelles lors du prochain R&D Corner. Là, on est sur une maturité aussi un peu plus importante. En tout cas, on est sur en gros, effectivement, donc l'importance derrière cet appel qui est individuel, ça va être les retombées pour l'entreprise. Ce qui est très très important derrière ce type d'appel, c'est pour les financeurs, c'est de trouver les leaders de demain, en tout cas les sociétés qui, après ce rebond et ce projet de R&D là, qui dépose à Innov, alors derrière, ils vont se développer, puis ils vont multiplier leur chiffre d'affaires, en tout cas leur croissance va se développer plus derrière ce type d'appel à projet. Donc toujours expliquer
en premier lieu l'entreprise et où vous en êtes aujourd'hui exactement, le projet de R&D que vous proposez au Innov, et puis derrière, hyper important en troisième partie, aussi importante que les deux premières, la partie retombée pour l'entreprise, retombée économique, directe, indirecte, en termes d'emploi, en termes de chiffre d'affaires. Voilà, tout ça, c'est vraiment, enfin, en tout cas, la partie voilà, retombée va être vraiment hyper importante pour ce type d'appel à projet Innov. C'est des projets qui vont pouvoir aller de 12 à 36 mois, qui font au minimum être de 600 000 euros. Donc, c'est des projets pour lesquels il faut au moins avoir 300 000 euros de fonds propres à investir dans de la R&D aujourd'hui. Donc, ça, c'est au dépôt de votre dossier. Et ça peut aller jusqu'à plusieurs millions d'euros, hein, jusqu'à 5 millions d'euros sur ce type d'appel à projet. Voilà. C'est la destination, donc c'est forcément porté par une TPE ou une PME. On est vraiment sur ce type d'appel Innov. Ça reviendra, mais ça se prépare. Donc c'est pour ça qu'on préférait quand même en parler très rapidement ce matin pour rappeler à tout le monde qu'il y avait bien une vague 8 qui arriverait en deuxième semestre, qu'il fallait, en tout cas si c'était le cas pour vous, si vous aviez déjà une idée de pouvoir déposer à la vague 7, de pouvoir vous rapprocher de nous au plus vite si vous comptez déposer un projet à la prochaine vague. Enfin, deux derniers appels pour ma part. Donc, le premier, c'est l'avant-dernier, on va dire, c'est le dispositif rapide qui est porté par l'agence et financé par l'agence Innovation Défense. On est là aussi à destination des PME. Ça peut être des projets collaboratifs, mais c'est porté par une PME en tout cas, porté par une PME ou une ETI. Si qui des aides selon ce que vous justement cumuliez des critères comme collaboratif, comme PME, en tout cas petite entreprise, très petite entreprise, etc. Et il doit y avoir aussi quelque chose de le type d'innovation aussi. Ça peut monter. Il y a un tableau en fait très clair sur le cahier des charges de cet appel qui peut vous montrer que la subvention pour ce type de dispositif rapide peut aller jusqu'à 80%. Donc c'est très rare encore aujourd'hui d'avoir un dispositif qui peut financer jusqu'à 80% de subvention en subvention, un budget. Donc à regarder de près si toujours un peu comme le Astrid, vous avez un projet innovant intéressant qui peut intéresser à la fois la défense, mais qui a aussi un cas d'usage civil avéré. Donc on est vraiment sur ces fameux innovations duales, donc à la fois intéressant pour la défense et à la fois intéressant pour le civil. C'est un appel qui est au fil de l'eau, qui est toujours souvent donc doté chaque année de 40 à 50 millions d'euros par an. Voilà, donc c'est important. Il faudra bien sûr, enfin, si vous souhaitez aussi un accompagnement du pôle, pouvoir venir vers nous un peu en amont de votre dépôt à la date à laquelle vous pensez déposer justement à l'Agence Innovation Défense votre dossier. Et comme ça, pareil, on pourra vous faire des retours constructifs de la part de nos experts avant le dépôt final du dossier. Vous aurez tout plein de détails. Je crois que voilà, il y a tous les critères de sélection aussi, les thématiques d'intérêt majeur, mais on est sur beaucoup de thématiques. Hein. Enfin, je sais que voilà, enfin que ce soit la santé, que ce soit bien sûr toutes nos entreprises techno, data, IA, mais aussi l'énergie, le développement durable, tout ce qui est RH, formation, entraînement, bien sûr, peut intéresser la défense et les dispositifs rapides. Le dernier appel thématique, on va dire, en tout cas, qui peut intéresser une filière plus large des industries culturelles et créatives, en tous les cas les acteurs de l'audiovisuel et du multimédia, c'est le CNC-RIAM. Le CNC-RIAM peut financer même deux types de projets, de projets de faisabilité ou des projets de R&D. On est sur le financement d'une TPE, d'une PME ou d'une ETI qui porte un projet de R&D, de faisabilité ou de R&D. C'est des aides qui peuvent aussi, qui sont en général aidées de toute façon à hauteur de 50%, qui peuvent être uniquement de la sub, qui peuvent aussi être de la subvention et de l'avance récupérable en fonction, ou éventuellement de la subvention plus du PTZI. Ça, c'est vraiment après lors de l'instruction finale qu'il y a
des critères et des choses qui se mettent en place avec les chargés de mission du CNCRI, enfin qui portent le CNCRIAM. Donc beaucoup de, enfin c'est large hein, comme sujet qui peuvent être aidés et accompagnés autour, vraiment large autour de l'audiovisuel et du multimédia, traitement d'image, traitement de son, etc. Donc vraiment si vous faites partie de cet environnement et que vous ne connaissiez pas le CNCRIAM, n'hésitez vraiment pas à aller y jeter un œil. Vous aurez aussi sur le deuxième slide de cet appel tout plein de détails sur ce dispositif précisément. Voilà. Et il n'y a pas de questions, tout va bien. Vous m'interrompez, hein, sinon, n'hésitez pas. Avant, en fait, de passer justement la parole. Alors, Oui, oui, il y a une question de Ludovic, peut-être pas le sujet directement, mais doit-on intégrer ces appels à projets dans notre prévisionnel? sachant, ça peut être ça peut être considéré comme du prévisionnel, mais tant qu'on est, on a toujours on ne peut jamais savoir, bien entendu, et on n'a jamais aucune sécurité du financement derrière, donc c'est du prévisionnel risqué, je dirais. Mais je ne sais pas si Philippe aurait quelque chose à rajouter ou Julia, mais par contre, ce qui se fait, ce qui se travaille et ce qu'on peut aider à faire en fonction, c'est de, par contre, vous aider à mettre en place une roadmap R&D. Et où en fait, on va se dire, aujourd'hui, vous avez aujourd'hui vraiment votre besoin, c'est ça. Il faut vous tourner vers ces appels-là et puis effectivement, demain, il faudra vous tourner vers ce type d'appel à projet-là et cetera, en fonction de votre développement et votre évolution. Donc ça, par contre, vous aider à une roadmap R&D, en tout cas, à faire une sorte de plan comme ça, d'appel à R&D, dans le temps, même si c'est pas sur 5 ans non plus, ça c'est possible. On peut vous aider là-dessus. Voilà. Merci Christelle. De rien. Donc, juste avant de te laisser la parole pour la partie Europe, j'ai fait un slide pour vous qui va en lien en fait avec c'est le volet média du programme Europe Créative qui existe d'après notre collègue Stéphane Saint-Gier aussi depuis, non, c'est sûr, qui existe depuis une trentaine d'années, qui permet en fait et qui soutient les secteurs du cinéma et de l'audiovisuel de l'Union européenne. Donc c'est du soutien financier aux professionnels de l'audiovisuel à travers une série de mesures encourageant donc la formation, le développement de contenu audiovisuel et de jeux vidéo, la distribution, la promotion des œuvres audiovisuelles, les festivals, les salles de cinéma et les initiatives de développement des publics. Donc là, sur ce slide, vous le récupérez à la fin de notre R&D Corner aujourd'hui. Vous aurez un lien cliquable sur chacun de ces appels différents et les deadlines en conséquence qui sont indiqués donc sur une page dédiée du programme Europe Créative. Voilà, donc c'était important aussi pour nos acteurs des médias de pouvoir présenter ça ce matin aussi et de vous dire que là, ça venait de ressortir. En tout cas, il y avait pas mal de projets, d'appels à projets en cours et de deadlines définis. Alors, il y a une question de Sidi concernant le concours e-Lab. Faut-il déjà être innovant ou avoir un projet innovant reposant sur un socle techno déjà existant ou reposant sur un existant? Est-ce que cela peut suffire? Philippe, je vois qu'il est en train d'écrire en même temps, donc c'est pour ça que j'ai dit Philippe. Mais si tu veux prendre la parole sur celui-ci pour expliciter la réponse que tu vas faire à l'écrit, Philippe, n'hésite pas. Là, il faudrait connaître le degré d'innovation de cette solution développée au-dessus d'une techno innovante. Voilà. C'est le degré de risque qui reste à prendre qui va justifier l'aide, comme toujours. Mm, mm. Donc ça revient une fois par an, le concours e-Lab. En fait, effectivement, ça fait partie des concours d'innovation portés par BPI. Et on a d'abord le concours e-Lab, ensuite le concours Innov, que je vous ai présenté tout à l'heure. Mais ça reviendra bientôt. Mais on pourra bien entendu creuser avec toi, Sidi, sans aucun problème. Voilà. Julia, je te laisse la parole pour les projets européens.
Merci Christelle. Merci. Donc, on continue après être parti vers Europe créative. Moi, je vais vous présenter voilà, les appels à projets européens principalement dédiés aux PME, aux startups. Et donc, je vais vous présenter aussi certains dispositifs qui sont ouverts ou qui vont ouvrir prochainement. Et Christelle, n'hésite pas à m'interrompre s'il y a des questions dans l'onglet chat. Alors, tout d'abord, je vais vous présenter un mécanisme de financement qui s'appelle le financement en cascade. C'est un outil plus agile qui est vraiment dédié aux innovateurs et aux innovatrices européens. La Commission européenne, derrière, a voulu vraiment cibler les PME et les startups à la place que ce soit la Commission européenne elle-même qui gère l'appel, ce sont des partenaires locaux tels que Cap Digital ou le CEA qui gèrent ces appels et vous accompagnent en amont des appels. L'avantage de ce type de mécanisme, c'est que vous pouvez recevoir des taux de financement attrayants qui vont de jusqu'à 100% des coûts éligibles. Ce sont des montants de ce qu'on peut voir qui vont de 5 000 à 300 000 cas. Ça provient des subventions européennes, type H2020 et maintenant Horizon Europe. Donc, les minimis ne sont pas comptabilisés. Vous pouvez répondre selon les appels à projets en candidature individuelle ou en consortium. Ce sont des dossiers légers qui vont alors de 5 à 15 pages et donc la langue de travail, il faut savoir, c'est l'anglais. Et ce sont aussi des projets courts, ce qui est intéressant quand vous êtes une structure qui vient juste d'être créée. Donc, les projets peuvent aller de 6 à 18 mois. Sur votre droite, vous avez ici quelques exemples de services proposés, du soutien à la levée de fonds, de l'open innovation, de soutien à l'accélération, etc. Et vous trouverez donc le lien et plus d'explications sur le lien en bas à droite. Pour illustrer qu'est-ce qu'un financement en cascade, je vais vous présenter brièvement le projet DigiCirque. Donc, c'est un projet européen dont Cap Digital est coordinateur. Et ici, on vise à soutenir la digitalisation dans 3 secteurs de l'économie circulaire. Donc, c'est la vie circulaire, l'économie bleue et la bioéconomie. Là, nous lançons notre deuxième open call qui est en lien avec l'économie bleue. Et donc, nous invitons les PME et les startups à candidater à ce programme d'accélération qui visera à développer des solutions digitales pour un océan plus durable. Pour cela, si vous êtes intéressé, vous devez candidater avant le 3 août. Il faut être minimum 2 PME ou start-up pour candidater et il faut répondre à l'un des 7 challenges qui est écrit ci-dessous. Si vous êtes lauréat de ce programme d'accélération, vous pouvez recevoir un financement allant jusqu'à 60 000 euros. Pour l'ensemble du projet, c'est 120 K et vous recevrez aussi un accompagnement type cours en ligne, des trainings, des coachings et aussi un accès à un portefeuille d'investisseurs. Donc, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à nous contacter. Vous avez aussi sur le site du projet plus d'informations pour le matchmaking et il y a aussi des webinaires qui ont lieu et vous pourrez recevoir le replay. Voilà, je continue avec les financements en cascade. Il existe une initiative qui s'appelle Next Generation Internet ou en bon français Nouvelle Génération Internet. Ici, il s'agit là d'une initiative lancée par la Commission européenne en 2016 qui vise à soutenir l'innovation technologique pour réaliser l'Internet du futur. Donc concrètement, la Commission européenne appelle les innovateurs et innovatrices, bien sûr, à développer des solutions technologiques qui relèveront les défis qui sont là sur cette slide. Donc, ça va être tout ce qui va concerner les technologies décentralisées, la gouvernance des données, les moteurs de recherche, la portabilité des données, l'architecture d'Internet. Et vous pouvez être aussi bien un chercheur
une PME, une start-up et vous pouvez candidater à ces appels. Ici, je vous ai mis donc la liste des appels NGI qui sont en ce moment ouverts. Vous en avez donc 2 sur la blockchain, un sur les moteurs de recherche NGI 0 et vous avez aussi un qui permet d'encourager donc la collaboration entre les États-Unis et l'Europe sur ces sujets-là. Et il existe aussi un programme, si vous êtes lauréat d'un NGI, d'un des programmes NGI, vous pouvez aussi bénéficier de l'accélérateur business qui vous accompagnera donc à mieux pénétrer le marché. Pour information, on vient d'avoir des nouvelles toutes fraîches, donc je vais vous les partager. Le taux de réussite en général, ce qu'on voit sur ces appels à projets est de 15%. Donc, ça reste raisonnable pour des appels à projets européens, sauf pour un qui est autour de le sujet de la portabilité des données est un sujet qui attire beaucoup de porteurs de projets. Donc, le projet d'APSI, si vous candidatez, et il y aura un dernier appel en septembre sur la portabilité des données, est très concurrentiel. On a eu pour les 2 derniers appels 5% de taux de réussite. Christelle, est-ce que par hasard, il y aurait des questions? Oui, il y a une petite question de Ludovic. L'accélération européenne est-elle cumulable avec une incubation locale? Bonne question. C'est-à-dire que vous pouvez candidater, si vous êtes déjà incubé, alors j'imagine à un incubateur parisien, vous pouvez quand même candidater à DigiCirque, par exemple. Ça pose pas de problème. Oui, c'est tout là aussi l'intérêt, l'un des plus des open calls en fait. Oui. Alors, je continue. Ici, je vous ai fait une liste d'autres appels à projets issus des financements en cascade. Donc, en ce moment, vous avez DigiFed donc c'est qui s'adresse donc aux PME, aux startups pour relever le défi numérique de deux entreprises qui sont Acciona et EDF. La deadline est le 16 juillet. Vous en avez un sur le Covid. Donc, s'il y a des boîtes santé qui travaillent sur les solutions axées sur les données, n'hésitez pas, vous avez jusqu'au 22 juillet. Vous avez un dernier appel avec Smarties et après le projet se terminera si vous êtes une entreprise qui développe des technologies électroniques flexibles et portables. Et vous avez par exemple aussi un projet comme Blockstart, qui va se clôturer le 10 novembre. Et bien sûr, je vous ai mis tout en haut de la slide. Vous pourrez cliquer une fois que vous recevrez les slides. La liste des appels à projets issus des financements en cascade qui est sur le site de la Commission européenne. Donc, si vous souhaitez faire votre veille, n'hésitez pas à regarder régulièrement cette page. Alors, la grosse actualité en ce moment à l'Europe, c'est Horizon Europe. C'est le nouveau programme pluriannuel qui vient de démarrer et qui se terminera, comme vous le voyez, en 2027. Donc, il y a un budget au total de 95,5 milliards d'euros qui est dédié à ce dispositif sur 7 ans. Et qui est organisé, on va dire, autour de 3 grands piliers, le 1, le 2, le 3 que vous voyez ici. Et aujourd'hui, on se concentrera sur le pilier 2 et 3. Le pilier 2 étant le pilier qui reçoit le plus de subventions, ça représente un peu plus de la moitié du budget, donc des 50% des 95,5 milliards. Je vous laisse faire le calcul dans la tête. Ici, donc, le pilier 2 s'adresse à tout type d'acteurs pour travailler ensemble. Donc, ce sont des projets collaboratifs R&D et innovation. Et le pilier 3, là, on retrouvera donc le Conseil européen de l'innovation ou entre nous en anglais, on dit EIC, donc European Innovation Council.
Et vous retrouverez donc par exemple l'ancien instrument PME dans ce pilier-là. Alors, si on se concentre sur Horizon Europe, le pilier 2, comme je vous ai dit, ce dispositif s'adresse à tout type d'acteurs, donc aussi bien les centres de recherche, les entreprises, les associations, les collectivités territoriales. Il est réparti en 6 grands clusters ou thématiques. Donc, vous avez la santé, la culture, la sécurité civile, le numérique, industrie, espace, le climat, énergie et mobilité, et le dernier qui est autour de l'alimentation et de la bioéconomie. Pour être éligible à ce type de dispositif, il faut répondre en consortium et pour ça, il faut être 3 partenaires de 3 pays différents dont une entité juridique doit être établie dans un État membre de l'Union européenne. Par exemple, vous pouvez être un Français, un Allemand et le Royaume-Uni. Mais vous ne pouvez pas être le Royaume-Uni étant sorti de l'Union européenne, vous ne pouvez plus être le Royaume-Uni, la Norvège et la Turquie, par exemple, qui sont des pays associés au programme. Pour information, je viens d'apprendre que la Suisse n'est pas pour l'instant associée au programme Horizon Europe, donc ils ne font pas partie de la liste des pays éligibles. Je vous ai mis aussi le type d'action pour vous familiariser aussi si vous êtes, on appelle ça primo-accident. Dans ce type d'appel à projet, vous avez 3 types d'actions, les RIA, les IA et les CSA. En général, ce qui intéresse les entreprises, c'est les RIA et les IA. Les CSA sont là plus pour développer des mises en réseau, renforcer l'échange de bonnes pratiques et voilà, ça intéresserait peut-être moins les PME et les startups, ce dispositif. Donc, si vous recherchez vraiment plus de recherche ou d'innovation, il faut plus se concentrer sur les RIA ou les IA. Et bien sûr, un cap digital, si vous êtes en tant qu'adhérent, on peut vous aider à travers un diagnostic de votre projet et aussi dans la recherche de partenaires. Julia, est-ce qu'on fait une petite pause pour une ou deux questions? Bien sûr. Oui. Eh bien, je pense que là-dessus, ça va être compliqué, mais peut-être que tu as une information pour savoir où trouver le taux de réussite. Donc ça, c'était un peu avant. Le taux de réussite de Smartis, qui était sur l'automobile. Alors là, comme ça, je pourrais pas vous dire. Je peux me renseigner. N'hésitez pas à écrire sur projet pour nous le rappeler et je peux me renseigner auprès du coordinateur. Voilà, Thierry n'hésitez pas du coup à contacter Julia. Et donc, ah bah voilà, super, il a écrit sa question dans l'onglet questions, c'est formidable. Alexandra avait une question. Est-ce que 3 filiales de la même société sont considérées comme 3 partenaires? Comme ça, Non. je dirais non parce qu'il faut que ça soit 3 entités indépendantes. Tout à Donc, si fait. elles sont filiales, j'imagine qu'elles ont un lien. Voilà. L'indépendance est importante du coup pour être vraiment considéré. C'est exactement pareil dans les projets collaboratifs nationaux, hein, pour être considéré comme un partenaire à part entière. Merci. Et puis nous avons une question de Aurélien. Bonjour, pour Horizon Europe, quel est le montant des projets financés? Ça dépend des appels à projets, mais ça peut aller de 5 millions à 15 millions. Ça dépend des appels à projets. Je pourrais pas. Il n'y a pas de réponse unique en fait. Donc, si vous pouvez avoir le montant, en général, il est précisé dans l'appel à projet. Et toujours une deuxième question d'Aurélien. Le résultat du partenariat entre les entités peut-il être concrétisé dans une joint venture? Alors là, je sèche. Je suis pas sûre de comprendre la réponse. Oui.
Alors Philippe, tu dis oui? Je dis oui, mais surtout si ça se passe à la fin, les partenaires peuvent décider de faire un apport de cette propriété intellectuelle dans une nouvelle société. Il n'y a rien qui l'empêche en fin de projet. Et même on a déjà vu ça parfois en cours de projet. Ouais. Oui. Si Merci on le met dans Philippe. l'accord de consortium. Ok. Parfait. On a fait, je crois, sauf erreur, le tour des questions pour l'instant. Alors, je continue sur notre voyage européen. Là, je vous ai mis une slide si vous êtes intéressé, si vous avez déjà identifié un appel, les points de contact nationaux ou leur petit nom PCN ont mis en place une série de webinaires voilà, qui peuvent être vus en replay. Allez sur le site Horizon Europe du MESRI, donc du ministère de la Recherche. Qui met voilà, en place ces replays. Je vous ai mis donc ils expliquent les différentes thématiques. Ils ont aussi adressé des webinaires pour les entreprises. Donc ça, c'est intéressant, surtout si vous êtes primo-accédant et que vous arrivez, vous êtes nouveau sur ces dispositifs. Je vous encourage à visiter cette page. Et bien sûr, pour ceux qui ont déjà comme identifié les calls, mais qui cherchent des partenaires, donc c'est en ce moment qu'il faut chercher les partenaires. J'ai mis la liste des brokerage events où vous pouvez être identifié en tant que partenaire ou chercher des partenaires pour répondre aux appels à projets européens. Alors, Ils sont en cours, Julia, pardon. J'ai une question du coup, j'en profite. Oui. Sur sur les, enfin, je veux dire, oui, là, tu as mis ceux qui étaient en cours et ça n'empêche pas que, par exemple, parce que là, ça concerne que certains secteurs. Mais par Alors, exemple, un brokerage event, par exemple, hein, pour les adhérents santé numérique, ça se passe quand? alors, ça a été en tout début juillet, le 1er et 2 juillet. Ils sont D'accord. déjà passés, c'est pour ça que je les ai pas mis. Mais après, n'hésitez pas à nous contacter. Alors je l'ai pas présenté au début de la présentation, mais Cap Digital fait partie de EITL, ce qui est, on va dire, un super cluster européen. Donc, c'est un réseau des acteurs santé européens. Donc, n'hésitez pas à nous contacter si vous êtes une entreprise dans le domaine de la santé et que vous recherchez un partenaire pour votre projet européen. On peut vous mettre en contact aussi via le réseau EITLs. Merci. Alors, je ne sais pas s'il y a des participants dans l'audience qui connaissent instrument PME phase 2. N'hésitez pas à me l'écrire sur le chat. Oui, non, non, oui. Alors, pour faire bref, European Innovation Council a rassemblé plusieurs programmes. Donc, vous avez le Pathfinder, vous avez le Transition, mais aujourd'hui, je vais me concentrer juste que sur l'accélérateur, qui est en fait le successeur d'instruments PME phase 2. Donc là, la Commission européenne elle veut vraiment soutenir des innovations à fort impact. Donc, entre parenthèses, les deep tech, ayant le potentiel de créer de nouveaux marchés ou de perturber les marchés existants. Donc, pour cela, si vous êtes intéressé, il faut être une PME ou une start-up innovante établie dans un pays membre de l'Union européenne ou un pays associé au programme de l'EIC. Sous certaines conditions, les scale-up et les personnes physiques peuvent aussi candidater à cet appel. Il faut déjà que votre solution ait un TRL de 5-6 et peut aller jusqu'à 8. Vous avez le choix dans le financement, soit vous demandez une subvention, qui va de 500 000 à 2,5 millions d'euros, ou un financement mixte qui est la subvention plus equity qui peuvent aller jusqu'à 15 millions. Si vous êtes lauréat, vous recevrez donc du coaching, du mentoring via l'EIC Business Accelerator.
Alors, les règles ont un peu changé si vous souhaitez vous aller dans cette aventure de l'EAC Accelerator. On va dire qu'il y a 5 étapes d'évaluation pour arriver jusqu'à l'equity. L'idée derrière de ces différentes étapes, c'était de désengorger ce dispositif parce que la cerise sur le gâteau, c'est qu'il est très compétitif. On était à 5% de taux de réussite au début du programme d'instrument PME et à la fin, en 2020, on était autour de 3% de réussite. Donc l'idée ici, c'est qu'il y a un premier filtrage avec l'étape 1, qui est un dépôt en continu de votre dossier. C'est un dossier court, donc c'est un pitch deck avec une vidéo et elle est évaluée via une plateforme IA plus relu par quelques évaluateurs. Et puis, si vous êtes retenu, on vous invitera à déposer votre dossier à l'une des cut-offs. Vous avez 1 an pour déposer votre dossier complet, donc de 30 pages, à l'une des cut-offs. La prochaine est le 6 octobre et je n'ai pas encore les dates pour les prochaines. Bien sûr, nous, Cap Digital, on peut vous accompagner à travers le diagnostic du projet et aussi expertiser votre dossier par notre pool d'experts. Ici, je vous ai mis quelques chiffres clés de la dernière cut-off de juin. Donc, c'est l'étape 2, séquence où vous avez déposé votre dossier complet de 30 pages. Il y a eu 801 propositions qui ont été remises. 83 ont demandé du financement mixte. Au total, 30 pays ont candidaté et l'ensemble, si on fait le cumul des demandes de subventions et d'equity, les innovateurs ont demandé 4,85 milliards d'euros. Un point aussi important que la Commission européenne regarde, c'est le nombre de femmes qui déposent des projets et qui sont impliquées dans les projets R&D. Ici, pour l'IAC Accelerator, pour ce dossier, il y a eu 17,5% de propositions qui ont été déposées par des femmes CEO. Et si les prochains qui vont être retenus pourront en fait être interviewés, ils passeront l'épreuve orale en septembre. Voilà, donc si vous avez souhaité plus d'informations, je vous ai aussi mis le lien. Et je crois que c'est tout. Et je vous invite pour toutes les startups qui sont qui développent des solutions autour de la ville durable, jeudi prochain avec le PINVI, le point information national, nous organisons donc un Conquest, c'est un webinaire sur les nouveaux appels à projets européens vraiment dédiés à la ville. Et ça sera donc jeudi à 10h. Et si vous ne pouvez pas participer, n'hésitez pas quand même à vous inscrire. Vous recevrez les slides et le replay à regarder plus tard. Et là, je vais laisser la parole à ma collègue Christelle. Ah, on ne t'entend pas, Christelle. Ah, pardon. Oui, j'ai le deuxième micro qui était coupé. Oui, non, il n'y avait pas d'autres questions. Merci beaucoup, Julia. C'était très clair. Juste pour terminer, on voulait avec Philippe aussi vous parler d'un appel à manifestation d'intérêt destiné aux startups via l'association confiance.ai. Qui réunit un certain nombre de grands industriels de plusieurs secteurs, qui lance donc qui lance un appel à manifestation d'intérêt aux startups pour contribuer au programme Confiance.ai en apportant des technologies susceptibles de contribuer à la résolution des verrous du programme, que sont confiance et ingénierie système à composant IA, confiance et données d'apprentissage et confiance et interaction humaine. Il y a beaucoup de choses sous ces trois verrous. Si vous pensez pouvoir aider aussi à cette
N'hésitez pas à participer au webinaire d'information qui vous présentera tout ça beaucoup plus en détail, qui aura lieu donc dans très très peu de temps, le 9 juillet, de 10h à 12h. Vous aurez directement un lien pour pouvoir participer. C'est un lien, je crois d'ailleurs, Livestorm, pour pouvoir directement, en tout cas, assister et arriver sur le webinaire d'information le 9 juillet. L'appel à la manifestation d'intérêt, il est ouvert, lui, jusqu'au 3 septembre. Et hop, hop, hop. Voilà, je voulais juste vous rappeler, je n'ai perdu mon fil. J'arrivais, pardon. C'était juste pour, c'était pouvait être intéressant aussi parce que donc juste pour rappeler, juste pour celui-ci, les startups sélectionnées en fait à la suite de cet appel seront intégrées à un ou plusieurs projets du programme. Elles auront la possibilité de tester leur technologie et de les faire progresser en interaction avec les partenaires du projet et en confrontation avec les exigences des cas d'utilisation présentés par les industriels. Donc, on est autour de ces enjeux-là, en tout cas pour toutes les startups qui pensent pouvoir apporter une brique au programme Confiance.ai. N'hésitez pas à regarder ça un peu plus en détail. Tout le monde ne doit pas avoir eu cette information. Ça vient juste d'être lancé, en fait. Hein. Voilà pour l'ami Startup Confiance.ai. Les 3 événements à venir pour le mois de juillet, c'est particulièrement cette semaine. Hein. Dès demain, à Laval, Laval se transformera en, comme on disait, capitale de la réalité virtuelle, en tous les cas en mode mixte, donc à la fois sur place mais aussi en ligne. Vous pouvez retrouver la conférence Laval Virtuelle 2021 qui aura lieu entre le 7 et le 9, pour lequel depuis des années Cap Digital est partenaire. Donc n'hésitez pas à regarder si ça vous intéresse un peu plus précisément. Et puis demain aussi le 7, en marge du Festival de Cannes, il y aura il y a une petite une table ronde avec des experts sur les studios du futur. Comme ça, vous pourrez aussi avoir voilà, un peu plus d'infos sur les tendances technologiques des studios du futur. Donc n'hésitez pas, si ça vous intéresse, à vous inscrire. Vous pourrez en fait regarder, enfin il n'y a pas besoin de s'inscrire, en fait vous pourrez regarder aussi ça directement sur notre chaîne YouTube pour demain les studios du futur. Et puis, comme vous l'a dit Julia, le 8, l'événement à ne pas manquer, c'est les appels à projets, dédiés à la ville au sens large, côté Europe, avec Julia. Donc voilà, rendez-vous le 8. On en arrive à la fin de ce R&D Corner. Merci à tous. Philippe, Julia, s'il y a des choses, n'hésitez pas à m'interrompre si vous pensez qu'on a oublié quelque chose de très important, mais je ne crois pas. Je De tiens souhaiter de bonnes vacances. de très bonnes vacances. Merci aussi à Bastien qui était de l'autre côté, de l'écran, qu'on ne voit pas, mais qui est là pour que tout se passe bien côté logistique et technique. Merci beaucoup Bastien, merci Philippe, merci Julia. Je vous souhaite aussi de passer un bel été. On vous tiendra au courant pour le R&D Corner de début septembre. Mais a priori, donc en tout cas pour les premiers inscrits, il y aura quelques places en présentiel dans les locaux de Cap Digital. Donc écoutez, rendez-vous en septembre. D'ici là, bien entendu, on sera là, toute l'équipe. Il y aura toujours quelqu'un qui sera là de toute façon pendant l'été. Donc n'hésitez pas, pareil, à continuer à avancer avec nous plus en détail et plus individuellement sur les différents projets que vous avez en tête. Voilà. À bientôt, très bonne journée et Au revoir. bonne journée, bel été. Merci.